Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de la série Gestion et optimisation des coûts dans Azure. Deuxième vidéo qui sera consacrée effectivement à la partie gestion des coûts, comment les comprendre, comment les analyser. Et cette seconde vidéo fait suite à la première où on parlait de changement de paradigme, où on parlait notamment de CAPEX, d'OPEX, de data center par rapport à du cloud privé. Et donc bonjour, je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas, et effectivement, aujourd'hui, on va parler connaissance de ces coûts, quels sont les outils et comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre les coûts d'une facture. Et on va viser et on va zoomer, pas viser, mais zoomer une facture, la décortiquer et voir ce qu'il y a dedans et comment est-ce qu'on peut vraiment analyser ce qu'on paye. Alors, quand on regarde de l'anatomie d'une facture cloud, bon, première chose qu'on peut dire, c'est que c'est compliqué. Malheureusement, Oui, c'est compliqué. malheureusement, on le sait tous, c'est-à-dire que les fournisseurs hyperscale qui font les factures le savent, comme Microsoft, et puis les clients le savent également, et les partenaires le savent également. Donc, oui, analyser la facture est un exercice qui est pas simple, et c'est pourtant l'exercice par lequel on doit commencer. Parce que souvent, pour avoir beaucoup de relations avec des partenaires et des clients, sur ces sujets-là, souvent on nous appelle pour dire, «Ça me coûte trop cher, comment je peux optimiser mes coûts?» mais avant en fait, d'optimiser et cetera, il faut déjà comprendre ce qu'on paye et c'est là qu'effectivement le plus gros du travail «commence» entre guillemets. Alors, quand on dit que c'est compliqué pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que tous les fournisseurs de cloud, publics, hyperscale, tels que Microsoft, et ben, en fait, on a des centaines de services. Je ne sais pas aujourd'hui dans Azure combien on en a, hein, Franck, 200 et quelques. On n'a plus le chiffre, Alors je ne sais on pas s'il y a un a compteur. Il n'y a pas de compteur. D'ailleurs, on devrait peut-être faire un compteur du nombre de SKU qu'on a. La dernière fois que j'avais osé compter, il y en avait presque 200. Ce que j'ai lu un petit peu dans la presse, c'est que globalement, les clouds hyperscale se retrouvent avec 600 SKU en général, entre le type de service, les basiques, les standards, les premiums, les options dans les coins, etc. Tu te trouves avec 600 SKU que tu multiplies avec les unités de facturation, parce que tu vas facturer parfois à la seconde, tu vas facturer au gigabit, tu vas facturer au Tera, etc., etc. Donc, c'est vrai que euh, cette matrice de complexité, vraiment, ben, faut parfois s'accrocher. Alors précisons qu'une SKU, hein, en fait, c'est l'origine de la SKU, c'est vraiment quand on vendait des boîtes en logiciel ou qu'on avait différentes versions, différentes déclinaisons, effectivement, bah, les gens qui ont créé ce genre de choses dans le monde du logiciel vendu avec de la licence l'ont malheureusement reproduit effectivement dans du cloud public. Et ce qui explique Ben, le effectivement plus qu'on a simple, ces différentes déclinaisons. La SKU, c'est une déclinaison ouais, du service. Voilà. ouais, alors le plus simple, hein, pour donner un exemple de ce qu'est une SKU, Mhm. j'espère qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont encore dans des librairies. Une SKU en librairie, c'est tout simplement l'ISBN. Voilà, ça, l'ISBN, c'est la SKU du livre, tout simplement. Répondre à un acronyme avec un autre acronyme, c'était parfait. C'est pas mal, hein. L'ISBN étant le numéro unique du. Voilà, c'est le serial key unique, donc Voilà. c'est vraiment l'identification unique de l'objet. Et donc les différentes unités de facturation, pour un même service avec une SKU donnée, on va en fait pouvoir avoir différentes unités de facturation sur le même service. Par exemple, un service de base de données, et bien on va pouvoir facturer dedans du compute, du stockage et du network. Et ce sera pour une même SKU, mais on aura du coup plusieurs lignes de facturation par rapport à ce service. Donc effectivement, quand on voit tout ça et qu'on connaît un petit peu le 12e dans Paris, le 12e arrondissement, eh bien dans les années 2000, il y avait un fameux magasin d'informatique qui s'appelait Surcouf, qui a fermé malheureusement depuis, et qui a édité un énorme catalogue tous les 2 mois où on avait toutes les références. C'était un peu la Bible quand on cherchait une référence justement, un numéro unique, ou un produit, particulier, et puis effectivement, bah, ce catalogue il changeait tous les 2 mois à peu près, et puis parce que, bah, simplement le marché faisait qu'il y avait des nouveaux services qui arrivaient ou les prix changeaient par rapport à la concurrence et cetera. Et ben, malheureusement dans le cloud, c'est pareil. C'est-à-dire que, ben,
on a une évolution qui est permanente des services, des fonctionnalités à l'intérieur, et potentiellement, effectivement, les unités de facturation peuvent également changer, et les prix peuvent changer également en permanence. Donc ça explique effectivement qu'analyser une facture, on en revient au point du début, bah, c'est compliqué, mais on va voir qu'effectivement on a des outils qui vont nous permettre de faire ça de manière pas plus simple ou faisable en tout cas. Voilà. Et en tout cas plus faisable qu'il y a quelques années. Je fais de l'Azure depuis quelques temps, et il y a très très longtemps, pour la petite anecdote, j'étais allé chez un client nous avait appelé en disant bah là, je suis la personne en charge de gérer les factures et la refacturation en interne. Et là, j'ai des problèmes un peu à comprendre tout ça. Est-ce que vous pourriez venir m'aider? Et puis on s'était dit, bah, ça doit pas être si compliqué que ça, sauf qu'en fait, la personne en fait gérait une multinationale, enfin gérait la partie facturation cloud en interne d'une multinationale, et que la facture faisait 1 million de dollars par an. Et que en fait derrière, eh ben, il avait juste un fichier Excel pour traiter tout ça, quoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment d'outillage bien évolué. Maintenant, ça a changé, hein, je vous rassure. Donc du coup, là, on va avoir des vrais outils qui vont nous permettre d'analyser tout ça. Alors quand on parle de facture, hein, bien entendu, on ne parle pas de la facture purement comptable telle qu'on peut l'avoir comme ça ici chez un fournisseur de cloud ou un autre, hein. Vous voyez, j'en ai mis deux, mais l'idée est à peu près la même. Le fait simplement de lister tel ou tel service et de mettre un prix en face n'est malheureusement pas ce que j'appelle moi la facture cloud. On va voir que la facture cloud, ça contient un peu plus de choses. Alors, bien entendu, on a toujours des éléments classiques d'une facture, hein. On va avoir effectivement la période de facturation, sachant que cette période de facturation, bah, elle n'est pas la même d'un abonnement Azure à un autre, simplement parce qu'elle va commencer le jour où on créera l'abonnement. Ce qui veut dire que certaines factures en fait vont se clôturer peut-être le 30, parce qu'elles auront été créées en début de mois, mais d'autres factures vont être du 15 au 15. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas, enfin, si on a plusieurs abonnements, il y a des chances que, à moins qu'ils aient été créés en même temps, ces abonnements Azure, bah, qu'on ait des factures qui soient décalées également. Et ça, c'est très important. Oui, Ces périodes de facturation, ces dates de début et dates de fin, parce qu'on verra, ça sera utilisé, plus tard dans l'outillage, quand on va parler de budget, par exemple. mm, C'est ces périodes de facturation qui sont utilisées, pour, toutes les notions de mensuel. Donc effectivement, si on a des souscriptions dont les dates, de création ne sont pas identiques, enfin le recouvrement des notions de période mensuelle, ça peut devenir un casse-tête. exactement. Donc bien entendu, on va parler de la quantité de ressources utilisées, et puis du prix de la ressource durant cette fameuse période de facturation, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Les prix vont évoluer en permanence, hein, parce qu'on est sur un marché concurrentiel avec d'autres fournisseurs hyperscale avec qui eh ben, on fait la course, entre guillemets, hein. Donc, c'est-à-dire que chacun essaie de tirer les prix au plus juste pour ramener des clients. Et donc, ça veut dire que les prix vont évoluer d'une période de facturation à une autre, hein. Et là encore, hein, le début de la période a un impact sur le prix qu'aura la ressource durant la facturation. La région où est instanciée la ressource est un point également important. On avait parlé dans la première vidéo, Franck, des coûts cachés et Caché. on expliquait effectivement dans du cloud public, quand vous payez, l'exemple simple, on va dire 1 € par heure et par machine virtuelle. Dans ces 1 €, vous intégrez absolument tout, c'est-à-dire les coûts matériels, logiciels, l'électricité dans la région où elle est achetée, les taxes locales dans la région où elle est achetée, le coût de la main-d'œuvre humaine qui opère le data center dans la région donnée, etc., etc. Donc effectivement, la région a effectivement également une importance, et donc elle doit être matérialisée dans la facture. L'identification de la ressource, les ressources, on peut créer plusieurs ressources qui vont avoir le même nom, parce que c'est des ressources qui sont volatiles, on les crée, on les supprime. Néanmoins, chaque ressource va avoir un identifiant qui est unique. D'accord? Ça va nous servir, ça également, pour pouvoir comprendre dans la facture que par exemple on a une machine virtuelle qui s'appelait, je sais pas, Toto 1, mais en fait Toto 1, il y en a il y en a eu 3 instances qui ont été créées 3 fois dans le mois, mais qui ont duré quelques heures et qui ont été supprimées. Donc là encore, il faut avoir une traçabilité de ressource par ressource. Et puis dernier élément ici, c'est la notion de métadonnées. En fait, plus on va avoir de métadonnées qui vont enrichir chaque ligne de la facture, plus on pourra faire une analyse fine de la facture. Donc on verra plus tard un petit peu quel type de métadonnées dont on parle, notamment il y a les tags.
Alors, quand on parle d'une facture, en général, on va parler à des gens qui vont avoir en face des budgets, de l'argent à dépenser. La problématique du cloud et de sa variabilité, souvent, c'est effectivement d'estimer combien ça va coûter. Alors, si on reprend de base les grands modèles de déploiement qu'on peut avoir dans le cloud, à savoir le SaaS, le PaaS et le IaaS, il y en a un des modèles en fait qui plaît toujours aux gens entre guillemets qui vont gérer de l'argent ou prévoir un budget, c'est le SaaS. Simplement parce que le SaaS c'est un produit fini clé en main qui va être facturé par le fournisseur sous la forme en général d'un coût à l'utilisateur ou au device et par mois. On va prendre un exemple simple, Office 365. Mettons que vous preniez une édition d'Office 365 qui va vous coûter 10 € par utilisateur et par mois. C'est assez facile effectivement pour un directeur d'attribuer un budget en disant ok ben, j'ai 1000 utilisateurs, 1000 x 12, 12 000, et puis 10 € par utilisateur, et ben 120 000, et puis là j'ai mon budget pour l'année pour ma solution Office 365. Dans du SaaS, en fait, on paye le droit d'utiliser une solution, mais en fait, on ne paye pas réellement l'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement 1000 personnes qui vont avoir l'abonnement Office 365, mais ça veut pas dire que les 1000 personnes vont vraiment utiliser la solution qui est derrière. Et ça, c'est une vraie différence par rapport effectivement à une facture qu'on va avoir avec du IaaS et du PaaS, n'est-ce pas, Franck? Effectivement, parce que quand on bascule sur un mode IaaS PaaS, la notion d'usage est un tout petit peu plus compliquée. On en a parlé dans notre vidéo précédente sur l'introduction, justement. La notion d'usage, elle dépasse juste un petit peu la notion, ce que tu as expliqué dans la partie SaaS, qui est un droit d'usage plutôt lié à de la licence. Dans du IaaS et du PaaS, la notion d'usage, on va y voir de la réservation de ressources. Je vais réserver un CPU, qu'il soit utilisé ou pas. Je vais réserver de la RAM, qu'elle soit utilisée ou pas. Je vais consommer cette fois-ci de l'espace disque et on va être facturé sur de la consommation de l'espace disque. On va consommer de la bande passante et là on va être facturé sur de la bande passante, etc., etc., etc. Plein d'autres exemples. Un autre élément hyper important, c'est qu'effectivement on va faire une facturation en fonction de la durée. On va facturer en fonction du nombre d'heures, en nombre de secondes, et puis c'est là que apparaît la notion de calendrier. Magnifique. Où on s'aperçoit que le nombre d'heures par mois varie. Je suis désolé, mais il y a 31 jours au mois de juillet, mais il n'y en a que 30 au mois de juin. Alors, je ne vous parle pas des mois de février et des années bissextiles. Mais effectivement, le nombre d'heures varie, donc ce ne sont pas été étonné que finalement le prix, la facture évolue à travers les différents mois. Et le dernier point, dont je parlais, c'est effectivement, on est facturé au prorata, d'abord du temps, et puis on est au prorata du volume. Hein, c'est vrai pour le stockage, c'est vrai pour le réseau. Voilà. Ce qui amène justement dans ces modèles de calcul sur la partie IaaS et PaaS, un peu plus de complexité quand même que sur la partie SaaS, et ça va se ressentir sur la lecture de la facture. Voilà. Petit point sur la facturation de la durée, effectivement, comme tu disais que le mois varié, ça veut dire qu'à une plateforme strictement identique qui ne varie pas, entre guillemets, en termes de nombre de machines, de stockage, etc., on va avoir du coup mécaniquement un phénomène de vague entre les factures, et c'est-à-dire que se comparer à la facture du mois précédent ne sera pas forcément pertinent pour une infrastructure qui n'aura pas bougé. Simplement, effectivement, parce qu'on pourra soit se retrouver avec une facture beaucoup plus basse, soit beaucoup plus haute, parce qu'effectivement, plus la plateforme est grosse, et plus effectivement il y a une variation dans le nombre de jours, plus on va avoir un delta, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc en général, on va plutôt se comparer souvent par rapport aux 3 derniers mois pour avoir quelque chose qui soit pertinent. Alors, la question de se poser, c'est comment on fait pour du coup tout ça éviter ou réduire les coûts. En fait, la phrase ici qui est en anglais résume bien la chose. Les entreprises qui réussissent en général le mieux leur gestion des coûts dans du cloud, tout cloud confondu, c'est celles qui vont décentraliser, en gros en évitant les coûts. Alors décentraliser, ça veut dire que on va confier, enfin, on va le voir juste après, et c'est celle qui centralise en réduisant le prix d'achat. Donc la décision qui est décentralisée, elle est orientée sur les responsables applicatifs.
C'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de choisir tel ou tel élément de l'infrastructure, bah, ça peut être que les gens qui opèrent entre guillemets l'application et qui savent de quoi ils ont besoin. On ne peut pas avoir dans une grosse organisation une équipe centrale qui va dire ah bah toi là-bas cette VM elle est trop grosse, je vais te la réduire en termes de C'est c'est- puissance. c'est vraiment ce qu'on a expliqué dans notre précédente vidéo, où justement il y avait un changement de responsabilité. Le responsable applicatif, allez, par simplicité, on appellera architecte ici, architecte technique, architecte logiciel, tout ce que vous voulez. Finalement, c'est celui qui fait le design de l'architecture qui porte la responsabilité du coût de son infrastructure nécessaire pour héberger son application. Et c'est lui qui va pouvoir prendre les décisions pour, entre guillemets, retailler sa plateforme et qui va avoir besoin justement d'adapter le coût de sa plateforme en fonction de son usage. Voilà, ça c'est la décision décentralisée. Chose que finalement, dans un autre mode, c'était vraiment plus centralisé puisqu'on achetait un bunch de matériel et puis le prix était centralisé, directement discuté avec le service achat. Et dans du cloud, la décision centralisée, pardon, ce sera une équipe FinOps. Donc on va dire que ceux qui font les décisions de manière décentralisée, les responsables applicatifs, vont travailler en gros à éviter le gâchis, tout simplement, hein, et éviter les coûts inutiles. Alors qu'en centrale, l'équipe FinOps, elle aura pour objectif, elle, d'optimiser les coûts d'achat en essayant de trouver les meilleurs prix. Donc d'un côté, on a des gens qui empêchent de faire du gâchis de ressources, et de l'autre, des gens qui essaient d'acheter de la ressource au meilleur prix. Pour faire simple, c'est à peu près comme ça que ça marche. Et effectivement, on peut comprendre que c'est pas forcément les équipes métiers, métiers applicatives, etc., qui ont besoin d'être tous des experts de tous les vecteurs d'achat de ressources cloud. Là encore, après, ça devient assez compliqué. On l'a vu en termes tout à l'heure de SKU, mais c'est pas ça en fait. C'est les vecteurs d'achat. Il existe plein de types d'abonnements Azure différents. Il existe plein de moyens de l'acheter. Il y a de l'achat avec un paiement à l'avance, etc., etc. Donc tout ça encore, pour le coup, c'est une mécanique d'achat. Et là, on comprend du coup que l'équipe FinOps va être une équipe qui vont mixer probablement des profils, dont des gens qui, à l'origine, étaient probablement des personnes au service d'achat qui, eux, effectivement, savaient chercher les meilleurs prix. Et c'est important parce que dans ces discussions, dans une décision centralisée sur une équipe où tout d'un coup ils vont tenter de trouver, sur l'exemple d'instances réservées, il faut que ces décisions centralisées soient distribuées aux décisions décentralisées, aux responsables applicatifs. Parce que comme je l'ai dit, le responsable applicatif, c'est lui qui va retailler sa plateforme, mais imaginons qu'il ait besoin de rajouter des VM à sa plateforme, ça peut peut-être valoir le coup de sélectionner la bonne SKU en fonction des réserves instances qui ont été prises, qui ont été sélectionnées par l'équipe FinOps. Et qui ne serait pas forcément la SKU qu'il aurait sélectionnée, parce que ce n'est pas forcément son besoin. Mais il peut prendre peut-être plus gros, parce que ça lui coûtera peut-être moins cher. Dans tous les cas, qu'on parle des responsables applicatifs ou de l'équipe FinOps, ce ne sont pas normalement des silos qui ne se parlent pas. Au contraire, il va falloir qu'il y ait une communication qui soit forte à l'intérieur. Maintenant, on va rentrer directement dans nos tarifs, hein, les tarifs d'Azure. Alors ces tarifs, en fait, ils peuvent être un peu différents en fonction justement de ce fameux vecteur d'achat, en fonction de si on achète dans un contrat avec des accords entreprises, si on achète auprès d'un cloud solution provider, qui est donc un revendeur d'Azure, ou si on achète entre guillemets en direct à Microsoft. Bon, du coup, il existe derrière plusieurs API qui vont permettre d'interroger en gros la grille de tarifs. Donc la première API, c'est ce qu'on appelle l'API Azure Retail Rate Price. Donc là, en gros, ça permet de récupérer les prix, on va dire, publics d'Azure. Et donc, vous pouvez récupérer la liste des ressources et l'estimation des prix pour chacune des ressources. Donc en gros, c'est le catalogue. Hein, d'accord. On a également l'API Price Sheet qui, elle, va faire à peu près la même chose que l'API que je viens de présenter, sauf que celle-ci, elle est réservée aux clients entreprises qui ont des abonnements Azure spécifiques en Enterprise Agreement. Donc là encore, hein, là, c'est des vecteurs d'achat qui sont différents, qui rentrent dans des contrats globaux. Et donc, du coup, le pricing n'est pas taillé de la même façon parce qu'il y a toujours des négociations, des choses comme ça. Et donc, les API ne sont pas les mêmes derrière.
Et c'est intéressant parce que la partie Enterprise Agreement permet justement de remettre le service achat dans la boucle. Vous savez, ce service achat qui a l'habitude justement d'acheter en gros auprès d'un fournisseur, de sélectionner les bons fournisseurs, etc. Enterprise Agreement, c'est ça. C'est de l'achat en masse sur une durée avec des prix plus ou moins fixes, une négociation sur un certain nombre d'éléments, etc. Donc l'Enterprise Agreement, on retrouve le travail du service achat. Et puis, il nous reste les dernières API qui sont celles fournies par les partenaires Microsoft. Donc Microsoft, en fait, au travers de ses partenaires, leur permet de revendre entre guillemets Azure, entre guillemets en marque blanche, c'est pas vraiment en marque blanche, mais on va dire que ce qu'on appelle les CSP, les Cloud Solution Providers, peuvent effectivement revendre Azure à leur tarif. Donc en gros, ils achètent à Microsoft avec un rabais, et ensuite ils vont revendre en appliquant derrière leur marge. D'accord. Donc à partir du moment où ils vont faire ça, et qu'effectivement ils vont acheter à un prix intéressant et revendre à un autre prix avec leur marge, bah, la marge va dépendre entre guillemets de chacun des Cloud Solution Providers. Et donc du coup, à ce moment-là, à partir du moment où on a des abonnements Azure qui sont achetés directement auprès de Cloud Solution Providers, il va falloir du coup que ces Cloud Solution Providers fournissent eux-mêmes entre guillemets les API de leurs tarifs. Ça, c'est un point important. Souvent, des fois, on a souvent des discussions et des clients qui disent bah là j'arrive pas à utiliser tel outil pour récupérer les tarifs d'Azure, etc. La première question qui va venir derrière, c'est votre abonnement Azure, il est de quel type? Est-ce que c'est un abonnement grand public, auquel cas ce serait le retail price? Est-ce que c'est un abonnement dans le cadre d'une entreprise? Ou est-ce que vous achetez votre Azure auprès d'un partenaire qui est revendeur? Auquel cas il faudra se tourner vers ce partenaire revendeur qui va vous fournir les bons outils pour gérer la facture, parce que c'est eux qui vont vous établir la facture, c'est plus Microsoft, ils deviennent les revendeurs. Donc si c'est eux qui font la facture, c'est eux qui doivent fournir les API. Ça, c'est un point important. Et cela nous amène à la deuxième famille, deuxième catégorie d'API, qui sont les API qui vont nous permettre de regarder la consommation. Donc on a vu la grille des tarifs avec les premières API. Maintenant, l'idée, c'est d'estimer en gros ce qu'on consomme comme service Azure et dans quelle quantité, sachant qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Franck, les unités qui vont servir à la facturation pourront être des unités de type volume, de temps de réservation, d'usage, etc. Donc du coup, on a pour les abonnements Azure qui sont en mode entreprise ou en web direct, hein, le PSU Go, on a des API simplement d'usage qui vont permettre de dire telle ressource, tel ID à consommer tant d'unités d'utilisation. Ensuite, on a d'autres API qui vont exister, qui vont permettre de voir par exemple combien on a utilisé de ressources depuis le marketplace. Je rappelle que le marketplace d'Azure est un endroit où, en fait, où tous les éditeurs logiciels viennent mettre leurs solutions et que les coûts de ces solutions, effectivement, sont additionnés, sont ajoutés en fait au coût des ressources dans Azure. Donc si vous prenez par exemple, je sais pas, une appliance virtuelle réseau, vous allez avoir le coût des ressources Azure comme le compute ou le network, etc., plus la partie, on va dire, logicielle qui viendra en fait du marketplace et qui sera ensuite repayée par Microsoft auprès de l'éditeur logiciel. Voilà. Et puis lié avec ces abonnements Web Direct et entreprise, on a également des API liées aux réservations. Donc ça, on en parlera, je pense, dans la troisième vidéo, la quatrième vidéo des réservations. Donc Je là crois que c'est encore, la quatrième, ouais, effectivement, c'est sur la c'est la partie quatrième. réservation. Donc on vous mettra le On fait un lien. zoom Voilà. dédié justement sur la partie réservation. Et donc pour les réservations, parce qu'effectivement il va y avoir l'usage des réservations, eh bien il y aura des API spécifiques. Et puis pour ceux qui sont en mode donc en accord entreprise, donc uniquement, il va y avoir là encore des API spécifiques de consommation liées au budget, aux balances, etc. Donc on sépare bien les API en deux familles, les tarifs et les consommations. Comme ce sont des API, on peut les utiliser de manière programmatique, on peut utiliser, donc on peut faire ses propres programmes entre guillemets pour aller chercher sa tarification ou pour exposer sa facture et ne vous empêche de le développer. Vous pouvez également simplement faire des requêtes si vous voulez récupérer à un instant T, par exemple, l'ensemble des prix de toutes les VM dans Azure, et ben vous pouvez faire simplement une requête avec du REST, hein, tout simplement, parce que ce sont des API en REST. Donc là, ici, je l'ai fait avec Thunder Client, qui est un client REST dans Visual Studio Code. On pourrait utiliser curl, on pourrait utiliser Postman, on pourrait utiliser un peu n'importe quoi. Mais là, vous avez ici, effectivement, vous voyez que j'appelle une URL qui est l'URL price.azure.com, API, l'API Retail,
Et ensuite, je fais passer derrière, je lui dis: «Bah, donne-moi les prix, de l'ensemble des, machines, des services, qui s'appellent machines, virtuelles». Voilà. Là, j'ai la réponse derrière et puis après j'ai tout le détail, qui va arriver, région par région. Donc après, rien ne m'empêche derrière éventuellement, de faire un filtre en me disant: «Donne-moi, l'ensemble, hem, des prix, des VM dans la région, France centrale», par exemple. Et puis éventuellement, on peut même préciser des SKU particulières. Enfin voilà, tous les éléments après vous pouvez les filtrer, hein, et donc rapidement entre guillemets vous faire vos outils pour trouver les meilleurs prix à un instant T. Ça c'est une autre version, là effectivement, j'ai passé, la même donc c'est la même requête que celle, précédemment, sauf qu'ici j'étais, sur un tarif qui était, de l'US dollar. Bah, effectivement, le dollar, c'est aux États-Unis, mais quand on est par exemple, en France, on va peut-être avoir, besoin d'avoir, l'équivalent, en version euro. Bah, dans ce cas-là, l'API, on sait, faire passer, la devise et dire: «Bah, je veux de l'euro», tout simplement. Et donc là, effectivement, le résultat va être renvoyé ici en euros et les taux de conversion sont ceux de Reuters, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a eu un article qui a été publié récemment là-dessus. Donc, résumons le tout. Nous avons donc des API qui vont nous permettre de mesurer l'usage, des API qui vont nous permettre de ramener les tarifs. On combine le tout et ça nous permet du coup d'avoir notre vraie facture détaillée normalement. Alors, il existe, Franck, plein d'outils pour pouvoir voir les Oui, coûts dans du cloud. et c'est pas les outils qui manquent. Tous les grands acteurs en fait du logiciel s'y sont mis, hein. Il y a un vrai sujet sur les outils qui permettent de gérer les coûts et de comprendre en fait ce qui se passe au niveau de la facturation. Nous-mêmes, Microsoft, avons racheté la société Cloudin que nous avons intégré dans notre outil Azure Cost Management, hein. On rappelle que Cloudin était initialement disponible. Il est maintenant retiré depuis la fin du mois de juin. Donc on ne peut plus l'utiliser. On bascule tous sur Azure Cost Management. Ça n'empêche qu'il y a plein d'autres outils. On a mis une liste ici. Alors, vous nous excuserez si votre outil n'est pas dans cette liste, hein. En fait, on pourrait faire des slides et des slides entières de listes d'outils disponibles. Nutanix qui a racheté Xibim, par exemple, VMware qui s'y met avec CloudHouse, etc., etc. Voilà. Ce qui est Donc assez là, marrant, c'est de voir que dans ces outils, en fait, on retrouve les grands noms des fournisseurs IT, entre guillemets, qui commencent à enrichir leur portfolio de solutions avec des solutions pour gérer les coûts, par exemple, de cloud public, etc. Donc c'est effectivement, du coup, on a des rachats régulièrement qui se font, parce qu'à l'origine, la plupart des solutions de cost management, c'était des petites sociétés, des startups qui ont créé leurs solutions par rapport à un ou deux acteurs du marché du cloud public. Et puis en général, bah, souvent elles sont rachetées par des plus gros, hein. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, hein. Mais toutes les solutions qui commencent un peu à émerger, en général, sont vite reprises. Donc là, effectivement, HP a repris des choses, etc. Alors, toutes ces solutions ont plus ou moins un point commun. Euh, Elles vont toutes aller interroger les fameuses API dont on a parlé préalablement. Là encore, hein, la source d'information est la même pour tout le monde. Il n'y a pas des outils qui ont leur propre source d'information. Euh, donc c'est juste des appels d'API. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on prend un service manager pour la partie costing, ou est-ce qu'on prend une solution qu'on va installer soi-même sur un serveur chez soi ou à l'extérieur, mais qui va faire ça. Euh, alors, le mode de licensing, de facturation de la plupart des solutions de cost management est souvent basé, ça c'est l'histoire qui s'est conçue comme ça. C'est rarement des coûts d'un logiciel qu'on achète de manière unitaire, et puis après on l'utilise comme on fait ça depuis souvent. En général, la facturation de ces solutions de cost management, elle est faite au prorata de la facture. C'est-à-dire qu'en général, chacun des fournisseurs va dire ben, tu peux utiliser ma solution et elle va te coûter. La moyenne du marché tourne entre 1 et 1,5% de la facture du fournisseur de cloud. Donc si vous avez par exemple une facture à 1000 euros, on va dire répartie sur plusieurs fournisseurs de cloud ou un seul, eh bien la solution de cost management coûtera effectivement ben, 1 à 1,5% des 1000 euros, soit entre 10 et 15 euros. Bon là ça fait faible, mais si on commence à avoir des grosses factures à 100 000 euros, on peut se dire ah, quand même ça peut faire effectivement un certain coût. Alors effectivement, c'est assez rare les outils qui ont un coût fixe.
On le voit parfois, quelques startups qui essayent de changer cette approche. On a discuté avec quelques partenaires ou clients qui utilisent des outils tiers. Ils sont assez rares, hein, Ouais. les outils à facturation fixe. Sans dire de bêtises, c'est souvent des petites startups Mmh. qui font ça. Les autres ont soit un coût gratuit, on va le voir pour certains, comme Cost Management dans certains cas, mais souvent c'est effectivement c'est un pourcentage de la facture. Du coup, quand on voit ça, on se dit: «Putain, ça peut coûter cher». Alors là encore, c'est un outil dont le but est de vous éviter d'avoir des dérives de coûts, ou d'avoir des coûts qui explosent en les contrôlant mieux. Donc, là encore payer pour l'outil, pour éviter de dépenser trop, derrière, c'est pas déconnant. Et puis il faut voir également de pourquoi prendre, un outil entre guillemets, externe supplémentaire alors qu'effectivement on va le voir avec, les plateformes de cloud dont Azure, on a des services intégrés pour ça. Bah, en général, souvent, le choix de prendre une solution tierce, elle vient du fait que on a en fait plusieurs environnements qui sont dispatchés sur plusieurs fournisseurs de cloud et qu'on n'a pas envie d'avoir un outil dédié par fournisseur et que certaines équipes veulent avoir une vue consolidée, une certaine interface graphique unifiée, etc. C'est la principale raison à cela. Alors, cost management, Franck. Cost Management, issu justement des travaux du rachat de Cloudin, on a rebrandé, réintégré, on a repris pas mal de fonctionnalités qui étaient disponibles et on les a réinjectées dans Azure Cost Management. Ça permet quand même de faire des choses assez avancées, en particulier sur la partie Azure, où c'est gratuit, comme je le disais précédemment, gratuit pour la partie Azure, et on peut aussi le faire sur la partie AWS, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les clients, les partenaires, eh bien, font du multi-cloud, ils font de l'hybridation, et ça, c'est une réalité du marché. Et donc, cette réalité du marché, il faut que l'outil de gestion de coûts puisse quand même répondre à ce sujet. Euh, donc, cost management, multi-cloud, Azure, gratuit, AWS, payant. Là, pareil, payant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pourcentage de la facture. On parle de 1% de la facture. Voilà. Alors, il y a un petit truc, hein, c'est quand même que pareil, il y a un petit coup caché. C'est intéressant à savoir, c'est que en fait, la consommation des API AWS sur la partie facturation va être payante, et donc ça sera réintégré dans la facture AWS sur laquelle vous repayerez 1% dessus. Voilà. Et ça, c'est valable également pour toutes les solutions tierces qui vont taper dans les API. Oui, alors rien de nouveau, c'est pas spécifique, Ouais. c'est tous ceux qui vont consommer de l'API là-dessus. Hein. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Alors du coup, à quoi ça ressemble? Eh ben, donc c'est, pour le coup, un service qui est directement intégré, dans le portail, d'Azure. C'est un service qui est donc, du coup, maintenu en condition opérationnelle par nous. Il n'y a pas à installer des choses supplémentaires, c'est simplement une option qu'on va aller chercher dans le portail, traditionnel. Alors, là encore, hein, c'est des choses qui peuvent évoluer. Les captures d'écran qu'on a ici, peuvent légèrement changer au fil du temps parce que, bah, le portail, il évolue au fur et à mesure, voilà. Mais l'idée est à peu près la même. Donc on va, tout d'abord définir, un scope, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux analyser à quel niveau? Donc un scope, ça peut être, un management group, ça peut être, en général, souvent, c'est un abonnement, on va traiter ça par abonnement, mais après on peut faire un scope un peu plus bas, comme par exemple un ressource group. Donc en gros, c'est, le périmètre en fait d'analyse, des coûts. Alors l'outil en fait permet, de créer très rapidement en fait, et de visualiser de manière assez simple, en gros, l'évolution des coûts de votre facture durant la période de facturation ou, des périodes au sens large. De base, en fait, la 1re vue qui est donnée, souvent, c'est la vue des coûts accumulés et là, on comprend bien le principe ici avec le début de la période de facturation, la journée en cours actuellement et puis on voit effectivement que les coûts, bah, se cumulent au fur et à mesure de l'avancée dans la période de facturation, c'est tout à fait normal. Et puis, l'outil permet de visualiser très rapidement également, graphiquement, quels sont les services qui sont les plus, consommateurs. Donc là, si je zoome ici, par exemple, je vois que ce qui me coûte le plus cher dans ma facture, c'est de la machine virtuelle et ensuite du security center. Là encore, ensuite, de manière assez simple,
je sais que les 2 régions, où j'ai le plus de coûts sont la région, Ouest Europe et Canada Est. Et puis, si je regarde les ressources groupes, je sais tout de suite que ce sont ces 2 ressources groupes-là qui consomment le plus. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, on a très rapidement en fait une vue quasiment pas instantanée, mais déjà bien analysée pour vous, entre guillemets, pour retrouver en gros les gros points importants. Je rappelle que la date de démarrage de du schéma qu'on a là, donc ici, on va dire 1er mars, mais je pense que c'est un coup de chance, Ouais. c'est la date anniversaire mensuelle de la souscription qu'on analyse. Hein, c'est très très important d'avoir ça en tête. Personnellement, j'ai eu une petite surprise et puis ça m'a toujours fait bizarre de voir que le cumul se commençait un 16 du mois. Voilà, c'est comme ça. Le 16 du mois, c'est le début de ma souscription personnelle. Et pour voir cette information-là, vous allez simplement ici dans Go to Subscription et vous allez voir quelque part la date de création de l'abonnement. Et donc vous aurez le début de votre de facturation. Alors, donc ces coûts cumulés, en fait, la première vue qu'on a vue, en fait, fait partie de ce qu'on appelle les bulletin views, c'est-à-dire des prévisualisations qui ont déjà été faites pour vous, donc on va dire certaines représentations entre guillemets de vos coûts. Donc ça c'est la plus classique. On va, je pense, toujours l'utiliser parce qu'elle permet de donner une tendance également. Si on voit une courbe qui part de manière exponentielle vers le haut, globalement c'est qu'on risque d'exploser les coûts. Si on est très linéaire, c'est que globalement on ne fait pas de changement dans son infrastructure et qu'on consomme et que chaque jour ça s'accumule un petit peu plus. Et puis si on voit une courbe qui s'infléchit, peut-être ça veut dire qu'on a retiré simplement, qui s'infléchit plutôt qui se planifie plutôt, ça veut dire simplement qu'on a arrêté des choses. Voilà. Ensuite, dans les bulletin view, on a des vues par ressources, par coût journalier, par service, etc. Et tout ça, c'est fourni entre guillemets dans la boîte. Et là, ensuite, derrière, vous avez effectivement sur quel mois ça s'applique et sur quel scope. En fait, la beauté de la chose, c'est que ça, c'est vu par défaut. Vous pouvez faire vos propres vues, en fait, vos custom views, et du coup jouer sur plein de paramètres derrière. Donc, vous allez pouvoir jouer sur des paramètres tels que un mois donné, par exemple, donc là, le mois de décembre, mais on pourrait travailler sur les 7 derniers jours, sur un range particulier, ou après travailler sur des dates relatives, par exemple. On peut remonter après sur le calendrier jusqu'à, par exemple, toute la dernière année, et là vraiment en avoir une vue assez claire de l'évolution des coûts derrière. Donc là-dessus, c'est assez riche. Et sur les filters, c'est pareil, on peut mettre pas mal de choses. Donc là, exemple de vue intéressante, la vue par service, qui est intéressante quand on n'a pas des tonnes de services, bien entendu, mais qui permet en gros de matérialiser assez rapidement quels sont les services, entre guillemets, qui coûtent de l'argent. Donc là, je me suis mis sur une vue qui est au mois. Voilà, j'ai fait des colonnes groupées. Et puis, du coup, on voit ici chacun de mes mois, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Et puis tout de suite ici, l'œil est entre guillemets attiré par cette grande colonne bleue qui est ici, qui est sur le mois d'octobre. Si je regarde la couleur bleue derrière, eh bien, je vais voir que c'est du log analytics. Donc ça veut dire que, par Enfin, exemple, c'est surtout moi qui étais intéressé, hein, ouais, c'était parce que c'est moi qui paye la facture exactement. de Stanislas. Mais Donc, j'étais particulièrement intéressé par cette petite colonne. voilà, donc là, quand on voit ça tout de suite, on peut se dire, là, il y a une anomalie, par exemple, et cette représentation graphique le montre très bien en disant qu'il y a un service qui a coûté beaucoup plus cher que tous les autres, et si en plus on compare au mois d'avant ou au mois suivant, là on se dit quelque part il s'est passé quelque chose sur la partie log. Alors, autre vue, moi, qui est probablement ma vue préférée, c'est celle-ci, qui est la vue, là encore par service, journalière. Alors la différence ici, que j'ai pas fait des groupes de colonnes, j'ai fait des stacks. C'est-à-dire que je prends pour chacune des journées l'ensemble des coûts de mes différents services et je les cumule. Donc là, en gros, je sais que, euh, par exemple ici, sur ces jours-là, ma facture quotidienne d'Azure est entre 20 dollars et 25 dollars. Et là, ici, en prenant sur 3 mois, donc j'ai pris effectivement de septembre à novembre 2019, le coût par service, et bien effectivement, je vois que j'ai tout d'un coup ici un pic de consommation. Là encore sur le bleu, c'est toujours la même facture, hein, c'est mon log analytics. Et là tout de suite, effectivement, ça me permet de détecter un pattern d'anomalie parce que tout d'un coup, on avait un service qui coûtait pas beaucoup, qui se m'a coûté beaucoup et qui représente quasiment la moitié de la facture. Alors en plus ici pour des logs, c'est du coup pas forcément justifié. On voit également apparaître sur cette visualisation ici l'arrivée de nouveaux services dans la facture ici
qui sont probablement liés soit au test d'un nouveau service, soit à l'utilisation de nouveaux composants Azure. Et donc, ils ont une colorimétrie différente. Et on voit du coup que ça rajoute un petit peu de coût à la facture. C'est normal, on vient accumuler des choses derrière. Donc ça, c'est une vue qui est pour moi probablement une des plus intéressantes de cost management. Et puis, on peut avoir également une vue qui est plus en mode tableau. On appelle ça la vue cost par ressource. On les regroupe par ressources et on le visualise sous la forme d'un tableau, tout simplement. Et là, c'est assez intéressant. Si on reprend par exemple ici, chaque ligne peut être ouverte, entre guillemets. Et quand au tout début de cette vidéo, on vous expliquait que pour un même service et une même SKU, on peut avoir plusieurs unités de facturation, et bien là, on en a un bon exemple parce que typiquement ici, on a HD Insight où on voit ici que pour HD Insight, pour ce cluster donné qui est en West Europe, eh bien, on va avoir ici des éléments qui sont liés à du compute. Donc on voit ici des machines de série D, là des machines de série A. On voit qu'il y a de la bande passante qui est comptabilisée et on a également du logiciel qui est pris en compte. Et donc, quand on voit ça, on comprend effectivement que oui, quand au début on a dit une facture cloud est compliquée à analyser, c'est la raison, c'est qu'en fait, des centaines de services, plusieurs SKU par service et plusieurs unités de facturation, la combinatoire, elle est juste énorme. Alors, vous remarquerez que dans cette vue-là également, on a des points assez intéressants, c'est que on a ici des informations complémentaires. On parlait tout à l'heure de métadonnées liées à la facture. Typiquement ici, on fait apparaître dans cette visualisation la notion de tag, d'étiquettes, qui sont des éléments d'information qu'on peut attacher à chacune des ressources dans Azure et qui permettent après de mieux lire la facture. Par exemple, ici, je vois que que cette ligne-là est liée à un environnement qui est la production et qui, dans mon organisation, correspond à Tree. Là, j'ai une information sur un cost center. Peut-être qu'effectivement, après, on réattribue des cost centers aux différentes ressources. Voilà. Alors, dans ces vues-là, on a une nouvelle vue qui arrive aujourd'hui, qu'on a actuellement, qui est dans la partie cost analysis, entre parenthèses preview, et qui vous permet de visualiser, d'avoir une vue entre guillemets par ressource groupe. Et donc là, vous allez voir comme si vous exploriez en fait votre abonnement Azure avec les différents ressources groupes, et donc d'avoir des vues accumulées comme ça, avec derrière une visualisation qui va se faire là encore au mois ou au jour, ou sous des dates relatives derrière. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était le portail d'Azure. Pour ceux qui préfèrent, entre guillemets, automatiser un petit peu le tout, on peut également utiliser la CLI, la ligne de commande, la command line interface d'Azure, AZ, avec l'option Consumption. AZ Consumption, usage list, et puis ensuite vous donnez vos paramètres derrière, votre date de début, est-ce que vous voulez faire apparaître le top 5 par exemple des consommations, date de début, date de fin, le nom de la période de facturation, et puis vous pouvez ajouter quelques métriques supplémentaires. Visuellement, ça va donner quoi? Donc là, j'ai fait un output en JSON. Alors pourquoi? Parce que le JSON, il est très bien parsable avec différents outils, comme GQ par exemple. Et donc, ça vous permet d'extraire rapidement les choses. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que finalement, pour chaque ligne de la facture, effectivement, il y a plein d'informations. J'en parlais au début en disant que la facture comptable, c'est pas ce que j'appelle la facture cloud. Et ici, effectivement, on a plein d'informations qui vont vous donner un identifiant unique à la ressource, par exemple, son instance ID, où est-ce qu'elle est localisée, comment elle s'appelle, euh, les coûts avant les taxes. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ah si, justement, explique-nous pourquoi il y a autant de chiffres après la virgule. D'ailleurs, C'est un on mystère. verra. Je On- pense qu'une des grandes passions du gars qui a fait cette fonction était de trouver les décimales pour le chiffre pi, mais non, je sais pas. Pareil pour l'usage quantity, hein. Voilà, l'usage quantity, c'est très Ça, précis, ça mais a dû être le même développeur, il s'est fait plaisir. je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça en tout cas. Et puis ce qui est surtout intéressant ici dans cet élément-là, c'est cette partie-là, usage end, usage start et usage quantity. Parce que là encore, on a dit qu'on facturait en fonction d'une utilisation, d'une certaine quantité de choses faites, mais que c'est également au prorata du temps. Donc c'est important de savoir quand ça commence et quand ça termine. Et donc on comprend que si on avait juste le nom de la ressource avec une quantité, ça voudrait rien dire en fait dans une facture parce qu'on peut avoir par exemple la même VM ou le même compte de stockage qui aurait été créé et détruit plusieurs fois et qui sera utilisé pendant des différentes périodes de temps. Donc là, on doit avoir une ligne différente pour chacune des instances qui peut être créées. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout ça, on se dit c'est bien, maintenant j'ai des bons outils pour visualiser, ça c'est plutôt cool. Je suis maintenant capable d'analyser, de faire ma propre vue derrière de tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pas avoir, entre guillemets, de manière
enfin, je n'aurais même pas à avoir à aller constamment sur le dashboard pour voir si je suis en train de dépasser ou pas. Donc, j'aimerais mettre des garde-fous, d'accord? Donc souvent, effectivement, on va parler ici de budget. Le budget, c'est de dire sur un scope donné, donc le scope pouvant être, effectivement, le périmètre pouvant être un abonnement, mais on pourrait le faire à l'échelle d'un ressource groupe, par exemple, ça dépend après de votre organisation, et de se dire, ok, je vais me définir, je vais m'allouer un budget tous les mois, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop comment va évoluer ma facture, mais globalement, je me dis que d'après ce qu'on a négocié avec la finance et le management, j'ai droit à, je sais pas, 1000 euros ou 1000 dollars d'Azure par mois. J'aimerais mettre en place des mécanismes qui me permettent effectivement de pas tout d'un coup être en mode dérapage et d'avoir une explosion des coûts. Donc on va créer dans Azure, dans le Cost Management, effectivement, une fois qu'on a fait la partie analyse, on va venir créer des budgets. Donc un budget s'applique à l'échelle donc du coup d'un scope, d'un périmètre. Un budget va avoir un nom, rien d'extraordinaire là-dessus, et une période de réinitialisation. Donc on peut se faire des budgets au mois, on peut se faire des budgets plus courts, on peut se faire des budgets à une période donnée très particulière, par exemple. Et on peut également donner une date d'expiration à un budget si on sait par exemple qu'un projet va se terminer, je sais pas, en fin d'année parce que c'était un produit spécifique et qu'après on n'en aura plus besoin. Et on va donner, on va spécifier la valeur d'un budget. Alors ça c'est toujours un peu difficile effectivement de donner la valeur de quelque chose dont les coûts peuvent varier. Mais en gros, généralement, on a quand même toujours plus ou moins une enveloppe. C'est-à-dire que quand vous allez dans un supermarché avec, pour acheter des choses, même si vous savez ce que vous avez acheté, vous allez peut-être acheter des choses en plus, ou pas trouver exactement ce que vous trouvez, ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, en général, vous partez avec votre carte bleue et vous savez à peu près combien vous avez sur votre compte. Donc là, l'idée, c'est à peu près la même chose. Alors, un point intéressant, Ouais, juste un petit truc sur cette ouais, notion de budget. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas, un seuil d'arrêt, de consommation. non, C'est une notion, informative où on se dit: «Voilà, on essaye de rester dans cette enveloppe». Et on verra justement, les actions qu'on peut déclencher, à différents seuils quand on est dans ce budget. Il ne faut pas comprendre budget égale enveloppe fermée et quand j'ai tout consommé égale, j'arrête le projet. oui, effectivement, là on parle vraiment c'est de l'informatif, effectivement. Et au passage, si vous ne savez pas quelle valeur mettre, eh bien, si votre abonnement Azure a on va dire un historique de facturation, on a des algorithmes de machine learning de type prédictif qui vont simplement reprendre votre historique et dire par rapport à ce que tu as fait dans le temps et par rapport à la manière dont tu évolues, on prédit que un budget, par exemple dans cet exemple ici de 741 euros, serait à peu près la valeur que tu devrais atteindre ce mois-ci. Voilà. Donc là, ça peut même pas vous permettre de donner une enveloppe. Donc là, moi j'ai une enveloppe de 2000. Au passage, pendant que vous faites cette définition, vous avez une visualisation ici sur l'interface des 6 derniers mois, la dernière année même, non de la dernière année, non des 6 derniers mois, autant pour moi, avec effectivement les différentes valeurs qu'a atteint votre facture. Donc là, on retrouve ce fameux mois d'octobre avec les logs qui avaient dépassé effectivement le budget, si on avait pris un budget à 1000. Et donc la valeur que vous avez définie de 1000 va apparaître un petit pointillé ici, et ça, c'est les valeurs qui ont été mesurées, les valeurs actuelles, et puis après, derrière, vous avez des valeurs en forecast. Alors, le forecast, après, la prédiction sur 6 mois à l'avance, ça ne veut pas dire grand-chose, mais sur le mois en cours, en tout cas, c'est pas déconnant. Voilà. Une fois qu'on a un budget, qu'on s'est défini effectivement cette enveloppe informative budgétaire, eh bien l'idée c'est de se mettre en place maintenant les garde-fous pour être notifié ou pour faire des actions quand on va dépasser certains seuils. D'accord. Donc on peut définir différents pourcentages du budget qui vont correspondre à différents seuils, qui vont faire différentes choses derrière. Donc on va parler ici d'action group, donc de groupes d'actions qui vont être déclenchés suite au dépassement des seuils. Alors les seuils vont aller, on va dire, de 1% jusqu'à plus de 100%. On va le voir juste après. Mais on va prendre un exemple simple pour commencer. On va se faire un budget, un seuil, pardon, qui va déclencher quelque chose à 50% de la consommation de mon budget. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mon groupe d'actions va, dans cet exemple-là, me notifier, me faire un message dans un channel Teams, tout simplement en utilisant un webhook. Et puis, je recevrai également ici une alerte par email. Alors, les groupes d'actions dans Azure permettent de faire vraiment plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui est bon à retenir. Euh, donc, on leur donne, on crée des groupes d'actions. Et ces groupes d'actions peuvent faire alors de la notification tout à fait traditionnelle,
Donc ici, on voit qu'on peut faire un envoi d'email, un envoi de SMS, un envoi, une notification en push, un appel vocal aux États-Unis. On peut également créer des tickets de manière automatique dans certains ITSM, notamment ServiceNow, mais pas que. Il faudrait vérifier la liste. ServiceNow, c'est certain. On peut donc utiliser des webhooks ou des secure webhooks pour faire des notifications, par exemple, dans un Teams ou un Slack. On peut déclencher des ensembles d'opérations automatisées, des workflows. Donc on pourrait avoir un workflow de type Logicap, par exemple avec une approbation à un moment ou un autre. On peut envoyer des emails aux propriétaires des ressources. On peut déclencher du serverless ou des fonctions d'automatisation avec Azure Automation. Donc, on peut vraiment faire de la simple notification jusqu'à des actions automatiques, comme par exemple arrêter l'ensemble des machines virtuelles qui sont taguées comme étant avec le tag usage égal dev, par exemple, ou usage égal test. Donc ça peut aller très loin. Et là encore, après, il faut avoir une logique derrière d'escalade dans cette notion de budget. Donc là, on est sur la valeur atteinte du budget à 500, qui est donc 50% de mon budget de 1000. Là encore, l'action va dépendre un petit peu du contexte. C'est-à-dire que si je reçois une alerte comme quoi je suis à 50% de mon budget l'avant-dernier jour de ma période de facturation, globalement, ça veut dire que j'ai plutôt été peu utilisé finalement mes ressources. Et donc, à 2 jours près, je ne vais pas m'affoler si la tendance reste la même. Par contre, si je reçois effectivement une notification de type tu as dépassé les 50% de ton budget le 3e jour de ta période de facturation, là, effectivement, il faut commencer à se poser des questions. Donc, ici, on a effectivement des valeurs qui sont liées à la valeur en cours, voilà, et non pas à la valeur prédite. On peut également définir des budgets qui vont dépasser les 100%. Mettons que j'arrive à 100 ou 110%. Là, je peux, à ce moment-là, par exemple, faire une escalade auprès du management ou auprès d'autre chose. Parce que là, vraiment, c'est-à-dire qu'on est en train de déraper. Voilà. C'est très important ce que tu as dit sur les types d'actions. En l'occurrence, tout ce qui est runbook d'automation, tout ce qui est Logicap et tout ce qui est Azure Function. Ça, c'est vraiment top parce que ça permet tout d'un coup d'interagir avec l'ensemble des ressources qui sont comprises dans le scope du budget et retailler peut-être les déploiements automatiques, retailler la scalabilité, l'élasticité de la solution pour rester dans un budget. Comme tu l'as si bien dit, évidemment, si c'est on est à 50% du budget alors qu'on est à 2 jours de la fin de la période. Il y a peut-être rien à faire. Mais si on est à 120% de la consommation le 3e jour mensuel, eh bien tout d'un coup, il y a des questions à se poser sur les usages. Entre remonter, retailler la plateforme pour se dire ok, limitons entre guillemets les dégâts de la facturation, mais notifions aussi les personnes pour analyser ce qui se passe. Et peut-être qu'on a sous-estimé le budget, peut-être qu'on est dans une période commerciale spécifique qui explique cette augmentation du budget. D'où le fait que le budget n'est pas un élément qui bloque la consommation, mais qui amène à réfléchir à la consommation réelle des ressources. Effectivement, et ça me permet d'expliquer également qu'on peut, en fait, on n'est pas obligé de créer un seul budget, mais on peut en créer plusieurs qui vont avoir des différents déclencheurs et qui vont taper différents scopes. Donc ça va permettre d'avoir des budgets par rapport à un projet particulier dans un ressource groupe ou un budget par rapport à certains types de ressources, etc., etc. Et là encore, quand on va avoir plein de budgets, on aura ici une vue relativement synthétique de l'ensemble effectivement de ces budgets avec la progression effectivement par rapport à la période donnée. Quand vous allez recevoir une alerte, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, vous avez reçu, donc ça c'est une alerte automatique, hein, j'ai pas eu à packager le mail, il me l'a fait pour moi. Il me dit voilà, vous avez atteint la valeur de 500 € alors que vous avez défini un budget de 1000. Actuellement, vous êtes à la valeur de 505. Mais ce qui est intéressant dans cet email, c'est plutôt ça en fait. C'est que donc là, j'ai mon début de mois est au 1er décembre. Là, je reçois l'email le 27 décembre, donc ça devrait aller. Et effectivement, il me dit si tu continues sur ce trend, en fait, à la fin du mois, tu seras sur normalement à 587 €. Donc là,
on peut dire que l'alerte, on peut la classer, il n'y a pas la peine de passer du temps dessus. D'accord. À noter, c'est qu'on peut faire des budgets également par rapport au marketplace, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le marketplace va amener des solutions partenaires dans Azure qui du coup auront un coût additionnel aux ressources d'Azure. Et du coup, bah, ces ressources, elles vont quand même, enfin, ce coût additionnel va arriver dans la facture. Donc on va pouvoir en fait faire des budgets liés à certains, liés au marketplace en fait. Donc on va choisir ici dans le scope le publisher type et on dira que c'est le marketplace d'Azure. Et derrière, du coup, on va pouvoir faire des budgets qui seront séparés entre on va dire, la notion de software acheté à des éditeurs tiers versus les ressources dans Azure. Voilà. Si vous dépassez le budget, donc là par exemple ici, j'avais un budget de 1000, je suis à 600, et là j'ai un forecast qui va aller à 2300. Là effectivement, en fonction des valeurs, on va pouvoir faire des choses plus ou moins intéressantes. Donc si on est parti pour faire ça, hein, d'avoir un gros dépassement, visuellement également, sur les graphiques qu'on a vus tout à l'heure, les coûts cumulés, ça va se matérialiser en fait simplement du passage du vert au rouge. Et là, effectivement, on voit que si on continue sur le trend, effectivement, la courbe, elle est pas belle, quoi. Ça va coûter cher. Et là, tout de suite, là encore, hein, on sait ce qui va coûter cher, hein. Là, c'est le stockage ici, c'est le stockage dans la région East-US 2, dans un ressource group ici qui s'appelle TDF Infra. Et là, du coup, là encore, on a, quand on regarde son analyse de coûts et qu'on fait ces coûts cumulés, on voit tout de suite qu'il y a un pic ici, et que c'est pas bon. Donc là, pour l'histoire, c'était, et c'est une histoire qui m'est arrivée, j'ai provisionné un service qui était en l'occurrence ici de l'Azure File avec Premium avec du SSD. Donc le mode de facturation de ce service, c'est vraiment à la volumétrie qui est provisionnée, donc réservée. Donc là, en l'occurrence ici, j'avais dû mettre 1 Tera ou 10 Tera de SSD. Mais ça ne veut pas dire que même si je ne l'utilise pas, cet espace, comme je l'ai réservé, on me le facture. D'accord. Et donc là, dans cet exemple, on pourrait se dire, donc là, c'était un vendredi que j'ai provisionné cet environnement. Je suis parti en week-end un peu rapidement. Et du coup, c'est le lundi, en ouvrant ma boîte aux lettres mail, que j'ai vu effectivement que j'avais une alerte qui me disait que tu étais en train de dépasser le budget. Alors là, ça mène une autre chose, c'est que tout à l'heure, on a vu qu'on a différents moyens en fait de notifier, email, SMS, etc. Il faut penser également à ça dans l'escalade, dans la notion d'escalade. C'est-à-dire que ici, on était en télétravail du fait du confinement. Et du coup, je n'ai pas reconfiguré mon téléphone mobile pour lire mes emails le week-end. Et donc, du coup, c'est que le lundi matin où, en ouvrant mes emails, j'ai vu que j'avais une alerte. Mais l'alerte datait en fait du samedi matin, où déjà les coûts étaient partis à la hausse. Donc, ça peut être intéressant de se dire, sur les premiers seuils qui sont pas très graves, on peut notifier effectivement avec des moyens, une seule personne avec des moyens simples comme un email ou autre. Et puis après, quand on va aller sur l'escalade et qu'on va dépasser un certain seuil, on peut se permettre de passer par d'autres véhicules de communication, comme du SMS, comme une notification dans un Slack ou dans un Teams, etc. Et à différentes personnes également. Donc ça, c'est une chose qui est importante, ce qui permet du coup d'être rapidement plus réactif et de ne pas en fait attendre des fois. Si j'avais été en vacances là pendant une semaine, et ben, ma facture aurait réellement explosé. Voilà. Voilà. Alors tout ça pour dire que également, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré pour définir des alertes par rapport aux conditions actuelles, c'est-à-dire par rapport à la consommation et à la facture telle qu'elle est à l'instant T. Mais on sait désormais également dans Azure Cost Management travailler sur de la prédiction. C'est-à-dire que là, j'ai mis en place, j'ai déployé des nouvelles choses. Ça commence un peu à coûter, mais c'est vraiment dans quelques jours que ça va coûter beaucoup. Et là, tout de suite, en fait, le système est capable de dire si de manière prédictive, je vais être par exemple à 150 ou 110% de mon budget à la fin du mois, et bien que je sois notifié tout de suite et que j'attende pas en fait d'arriver au seuil des 110% réels pour pouvoir en fait faire mes actions. Donc là, on va pouvoir faire également du coup des alertes conditions qui sont basées par rapport à une prédiction et par rapport donc du coup à une tendance. Et ça, c'est plutôt bien. Exemple ici d'email. Donc là, je reçois un email qui dit, alors c'était pas ma facture, hein, Franck, rassure-toi. Que là, il y avait un budget qui était effectivement de 109 000 $. Et donc, effectivement, il y avait un forecast ici qui était à 112 000. Et donc, du coup, on a reçu une notification parce qu'on dépassait effectivement le budget donné par le forecast.
Alors dans les vues qui sont actuellement les nouvelles vues qu'on a mis en preview, on a des vues sur les ressources groupes et sur les réservations. Réservations, on en reparlera là encore dans la 4e vidéo. Mais ces vues permettent du coup de visualiser, de se déplacer dans l'arborescence de l'organisation d'un abonnement Azure et ensuite de faire un drill down et de voir en fait combien chacun des ressources groupes va coûter en termes d'argent et ensuite de faire le détail à l'intérieur, ressource par ressource. C'est une autre façon de visualiser qui parlera peut-être plus à des gens entre guillemets techniques derrière qui savent effectivement comment ils ont organisé les ressources et rapidement voir combien elles coûtent. Donc là, c'est une autre, la vue purement ressources et non pas ressources groupes va permettre de dire par exemple, bah, donne-moi au mois de janvier toutes les ressources. Là encore, on a un tableau, donc à tout moment, on peut ordonner tout ça. Et là, ici, vous retrouvez la notion de metadata, et notamment les tags qui vont permettre d'avoir des informations sur ces choses-là. Donc là, on a la vue de la ressource, son type, où est-ce qu'elle est localisée, combien elle coûte. Là, j'ai fait un tri par le total, mais j'aurais pu trier par tag. Et puis, si j'ai des ressources qui contiennent d'autres éléments de facturation, on a effectivement ici, on va pouvoir ouvrir l'information pour avoir le détail de combien ça coûte derrière. Voilà. Donc ça, ce sont les nouvelles vues qui sont en train d'arriver. On l'avait dit, je crois, dans la première vidéo, mais sinon on va le redire. Il est bon de donner au plus de personnes possible l'information sur les données de facturation. Donc pour pouvoir visualiser ces choses-là, il y a un rôle qui existe dans Azure, qui s'appelle le role billing reader, qu'on peut donner à des personnes, et qui du coup vont pouvoir ouvrir le portail d'Azure, accéder à cette partie cost management, visualiser le tout sans pouvoir faire d'autres choses dans Azure. Donc ça c'est important. Et d'ailleurs, ce role billing reader, ce rôle, souvent, c'est celui qu'on va donner également à des comptes de services programmatifs, tels que des services principals, qui seront utilisés par des solutions externes pour aller justement attaquer les API et récupérer ces fameuses données de facturation. On peut télécharger les factures également. On peut les télécharger sous différentes formes. Alors la première forme, en fait, c'est quelque chose qui va plaire à tout manager ou toute personne qui fait de l'Excel, hein, parce qu'on peut télécharger effectivement la facture sous la forme d'un CSV et donc retravailler finalement les éléments de facturation de cette manière-là. Et puis on peut la travailler de manière plus entre guillemets comptable, juste pour information, sous la forme d'un PDF. Donc le fichier Excel, le CSV va ressembler à ça, donc il est assez Ça, détaillé. c'est le fichier, ça, c'est le fichier manager, hein, on est bien d'accord, hein, puisqu'on l'a ouvert dans Excel, on a ouvert son CSV, Exactement. et comme on est un bon manager, tout d'un coup, on va pouvoir trier et puis voir. Exactement. Ou il y a des Ça comptables qui n'empêche qu'on travaillent très bien. voit, Ouais, on voit bien tous les détails ici. on voit tous les détails et on voit toute la complexité, en fait. Et c'est là que c'est quand même hyper intéressant de voir. Alors, certaines colonnes ici ne sont pas affichées en entier, mais on peut vraiment faire un drill down très important sur ces informations. En fonction évidemment de vos souscriptions et des types d'abonnements que vous avez, il y aura plus ou moins de colonnes, il faut le savoir. Il y a certaines colonnes qui seront peut-être vides, en l'occurrence si vous travaillez sur des souscriptions de type sponsorship, hein, où c'est Microsoft qui vous fournit du budget, une consommation entre guillemets gratuite d'Azure. Il y aura certaines colonnes qui seront vides dans ce cas-là. Exactement. Donc ça correspond un petit peu tout à l'heure à la ligne de commande AZ Consumption List où j'avais tous les détails dans mon fichier JSON, sauf que là c'est formaté dans un CSV, effectivement, du coup, qui pour des gens qui connaissent bien Excel, ce qui n'est pas mon cas, permet de retravailler tout ça de manière un peu plus sexy. Et puis la version PDF, là pour le coup, ça ressemble à la facture traditionnelle que vous pouvez recevoir, qui pour le coup est intéressant peut-être du point de vue juste pour garder une trace en termes de comptabilité, pardon, mais qui en termes d'analyse n'a strictement aucun intérêt parce qu'on n'a aucun détail. Stockage, ok, j'ai du stockage de type LRS en Europe et elle m'a coûté 0,84. Quel est le compte de stockage, pendant combien de temps, qu'il a utilisé, on n'en sait rien. Donc ça, c'est pas vraiment l'élément le plus utilisable pour vraiment analyser, gérer ses coûts. Et puis, ces choses que je vous ai montrées dans le portail de factures, de billing, on peut également les générer en ligne de commande avec la ligne de commande AZ Billing Invoice. Voilà.
Les informations dont on parle depuis tout à l'heure sur le costing, on devrait normalement les rendre les plus ouvertes possibles pour tous ceux qui vont être des utilisateurs dans l'entreprise de ces services Azure. Donc on peut se créer des dashboards, donc on peut utiliser le portail d'Azure pour venir épingler certaines vues de cost management et du coup d'avoir rapidement une vue synthétique. Donc ça c'est pas forcément l'exemple le plus beau, hein, mais je veux dire c'est tout ce qu'on a. Non, mais c'est celui qu'on a mis en tout cas. Mais on peut, moi je pense que dans les vues qui sont intéressantes, il y a les vues journalières qui sont très intéressantes, les vues cumulées, puis après derrière, il suffit simplement de cliquer sur les éléments ici et on arrive directement dans Cost Management. D'accord. Je me permets juste, si on revient sur cette slide de dashboard, j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme très très rapidement. Le portail Azure est un outil de dashboarding. Donc en fonction des profils des personnes qui vont se connecter, pensez bien à créer les bons dashboards pour ces personnes-là. Si c'est des personnes du service de finance, finalement, ils se fichent de savoir le temps d'une requête HTTP ou le temps d'exécution d'une query SQL. Par contre, ce qui les intéresse, c'est effectivement d'avoir un dashboard dédié pour leur métier. Donc, il ne faut pas oublier, et c'est super important, de créer ces dashboards, de les rendre publics, de donner des droits d'accès sur ces dashboards pour justement profiter de la richesse du portail et mettre à disposition les bonnes vues immédiates aux bonnes équipes. Je me tue à le répéter à tout le monde, clients, partenaires, etc. Utilisez le portail pour ce qu'il est. C'est un outil de dashboarding. Exactement. Et les dashboards peuvent être partagés. Voilà, ici on a un share dashboard. Je le crée pour mon équipe et je le partage à mon équipe. Et là, vous voyez que si moi j'ai fait un dashboard, que j'ai appelé dashboard FinOps, qui est beaucoup plus simple, mais dans les vues, ça me suffit. J'ai ici la vue cumulée, donc je vois l'évolution de ma facture Azure, et je vois que je peux me déplacer, j'ai les valeurs directement ici. Là, j'ai mes coûts journaliers, donc là, je vois effectivement que j'ai plus travaillé à cet instant-là, et là, j'ai après déprovisionné. Et puis là, je retrouve ici là encore une vue plus détaillée où j'ai stacké par ressources. Et là encore, je suis capable tout de suite de déterminer ce qui m'a coûté cher ici en bleu, par exemple ici, mon ressource groupe qui était mon AZ de 700. Là encore, c'est un dashboard, donc on peut après, derrière, le personnaliser, mettre des liens vers des outils supplémentaires, etc. Et à tout moment, si je veux aller voir le détail dans Azure Cost Management, je viens simplement ici cliquer en fait sur mon dashboard. Donc ça, c'est un dashboard qui est relativement simple, mais il n'y a pas besoin de faire des choses très très compliquées. Le but, c'est d'éviter les dérapages et les mauvaises surprises de fin de mois en se disant oh, on a pété le budget en fin de mois. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'arrive directement dans mon interface. Et comment je fais pour épingler des nouvelles choses dans le dashboard? Si je voulais faire une autre vue, mettons, voilà, cost by ressource. Si je faisais ça sur les 7 derniers jours. Donc voilà, j'ai cette chose-là. Et si cette chose, je voulais la mettre sur mon dashboard Azure, normalement, j'ai un bouton épinglé quelque part. Alors oui, quand on est trop zoomé, on ne le voit plus. Voilà. Prenez ce bouton-là ici. Tac. Et là, on me dit où est-ce que tu veux l'épingler? Je veux l'épingler sur mon dashboard FinOps. Tac. Je l'épingle. Et désormais, sur mon dashboard FinOps ici, je vais retrouver normalement, le temps qu'il rafraîchisse, je vais retrouver ici le tableau dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, le temps que ça charge. Bon, là, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc vraiment, utilisons la notion de dashboard, et ça me permettra juste de fermer cette parenthèse. Utilisons le portail pour ce qu'il est. C'est vraiment un outil de dashboarding. Pensons à donner les bons droits. On l'a vu justement avec le Airback Billing Reader. On l'a vu sur créer les bons dashboards, etc. C'est super important dans cette dynamique, et ça nous permet, on en reparlera sans doute très largement dans les webinaires à venir sur cette nouvelle fiscale FI22, sur justement comment mettre en œuvre une partie FinOps. Le partage d'informations entre les équipes centralisées et décentralisées est super important. Donc, vous l'aurez compris, la meilleure façon de limiter les surprises ou les mauvaises surprises d'une facturation de cloud,
Azure dans notre exemple, c'est effectivement de se définir des budgets et des alertes dans Cost Management ou dans la solution équivalente, si vous avez une solution équivalente. D'utiliser le forecasting, c'est important d'utiliser le forecasting parce qu'effectivement, on a des algos maintenant qui quand même permettent un petit peu en fonction des tendances, de donner la cible potentielle. Et puis également, on peut limiter les surprises en capant l'usage de certains services. On est capable, par exemple, de limiter un certain nombre de VM, on est capable de lire j'empêche l'usage de tel gabarit, etc., etc. Alors le forecasting, on l'a vu tout à l'heure dans l'interface, au niveau des alertes, mais vous le voyez également, effectivement, quand vous êtes dans l'interface et que vous visualisez un graphique, vous avez en général deux valeurs, la valeur actuelle et la valeur forecast qui est donnée derrière. Et il y a une API qui existe là-dessus, qui permet, que vous pouvez utiliser. Alors elle est encore en preview à ma connaissance depuis assez longtemps, mais faites une recherche sur l'API Forecasting d'Azure, ou vous lisez les articles de Benoît Sautière sur le sujet. Vous pouvez également l'utiliser, cette API REST. Ça, c'est un exemple qu'il avait fait Benoît, avec des forecasts à la journée. Voilà, tout simplement. Alors, tu as parlé tout à l'heure, nous avons parlé du portail d'Azure comme étant un dashboard. Après, et puis on a montré Excel également, qui est une autre façon de visualiser les coûts. Après, on peut avoir également des power users qui disent, ben ouais, mais j'ai pas envie d'aller dans. Nous, on a l'habitude d'utiliser tel ou tel outil, on préfère utiliser notre outil pour visualiser les coûts. Donc, ceux qui font du Power BI vont pouvoir analyser les coûts avec une application qu'on met à disposition dans AppSource. Sous réserve, il y a toujours une réserve là-dedans, c'est d'avoir un abonnement Azure qui est en mode accord entreprise ou MCA. Donc ça, ce sont des vecteurs d'achat. Donc c'est-à-dire que l'application Power BI ne fonctionne pas si vous êtes en mode CSP ou en mode pay-as-you-go, tout simplement. Prérequis à tout ça, alors bien entendu avoir une licence Power BI Pro sur son poste et pouvoir se connecter à la source de données. Alors là, il faut des privilèges un peu élevés, donc là encore, ça se négocie avec les personnes qui fournissent les accès justement à l'information. Une fois que vous avez ça, vous allez sur AppSource, vous recherchez Cost Management App, et vous allez avoir ici cette application. Donc l'application en tant que telle, ces dashboards Power BI sont gratuits, hein, c'est Microsoft qui les fournit. Et puis dedans, vous avez un ensemble de dashboards qui ont été préfaits pour vous. Puis après, c'est du Power BI, donc on peut faire du drill down à l'intérieur, explorer tout ça. Donc on se connecte à la source de données, on récupère l'information. Ça peut prendre un peu de temps en fonction, là encore, de la taille de vos abonnements, du nombre d'abonnements que vous avez derrière. Et puis ensuite, vous avez accès à tout un ensemble de rapports. Donc il va y avoir des rapports qui seront tout à fait classiques, comme par exemple le top 5 en termes d'usage ou l'usage par service. On l'a vu tout à l'heure hein, dans l'outil, dans le portail Azure avec Cost Management. Des choses par contre qu'on ne voit pas dans Cost Management dans le portail Azure, par exemple, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les hybrid benefits pour les VM Windows. J'aurais dû d'ailleurs écrire VM Windows et Linux, parce que maintenant on va avoir du Linux également en hybrid benefit. C'est également dans ce portail où on va parler des réservations sur la partie chargeback. Voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est beau comme du Power BI, hein, donc là après les goûts, les couleurs. Mais l'idée effectivement, c'est d'avoir déjà tout un ensemble de dashboards prêts à l'emploi dans son outil préféré qui est Power BI. Dernière chose dont on doit parler, hein, c'est qu'on peut également s'automatiser l'envoi régulier d'informations liées au coût de certaines ressources. Donc là par exemple ici, j'ai pris une ressource, j'ai pris un cluster Kubernetes, mais dans la partie ici Automation, dans la partie portail d'Azure, quand je vais dans Task, je fais ajouter une task, vous avez désormais, alors c'est en preview, mais c'est en train d'arriver, vous avez la notion de template qu'on appelle le Send Costly Monthly Cost for Resource, c'est pas facile à dire en anglais. Donc envoie-moi le coût mensuel de la ressource. On sélectionne, donc du coup on suit l'assistant. L'assistant va vous demander deux choses. Il va avoir besoin d'une identité pour se connecter à la plateforme Azure. Et il va avoir besoin également d'un compte Office 365 pour faire la partie envoi d'email. Donc là j'ai raccordé le tout avec mon compte. On peut faire des comptes spécifiques pour ça. Et ensuite, on va simplement dire donner un nom à la tâche et dire à qui on envoie tout ça. Et là simplement en fait, de manière automatique derrière, il va vous créer en fait une tâche planifiée et tous les mois vous allez recevoir un coût lié à cette ressource particulière. Alors Azure Cost Management, c'est un service qui évolue en permanence, donc ça vaut le coup de connaître quelques liens utiles pour se tenir à jour, hein, Franck.
Effectivement, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo correspond un petit peu à l'état de l'art, donc au moment où on fait le record de cette vidéo. Azure Cost Management évolue vite, très très vite. Il y a énormément de nouveautés qu'on voit apparaître, même nous, on est parfois surpris. Donc, je vous engage à suivre les évolutions. Il y a quand même quelques bons liens qui sont affichés ici, qu'on mettra en bas dans la description, c'est-à-dire en dessous de Stan. Donc, en dessous de moi, il y a Stan. En dessous de Stan, Ouais, il y aura la sous le description Stan, ouais. de la vidéo. On vous remettra les liens. Il y a un compte Twitter d'Azure Cost Management où on peut directement discuter avec le PM et les équipes de développement sur des fonctionnalités, les nouveautés, etc. Il y a quand même pas mal d'annonces qui sont faites. Il y a une chaîne YouTube dédiée où là, vous retrouvez vraiment plein de nouveautés, le comment faire, etc. Ça, c'est vraiment super top. Et puis, s'il vous manque quelque chose, ou si vous pensez que telle ou telle fonctionnalité devrait être améliorée, etc., n'hésitez pas. On a un user voice dédié sur la partie cost management. Profitez-en, c'est le moment de remonter les besoins que vous avez avec vos clients ou que vous, en tant que client, vous ressentez pour pouvoir gérer correctement tel ou tel élément dans vos facturations, qu'elles soient sur Azure ou AWS d'ailleurs. Alors Franck, il nous reste à faire un teasing pour la troisième vidéo qui sera dans cette série. Dans la première vidéo, on avait expliqué un petit peu les changements de paradigme et comment passer d'un monde de data center à un monde de cloud, ou dans du cloud, on avait des coûts de type OPEX. Dans cette deuxième vidéo ici, effectivement, on a parlé de comment on analysait la facture et comment gérer les coûts. Maintenant qu'on sait bien déterminer les coûts et les gérer, et ben, l'étape suivante, ça va être de comment on optimise les coûts, comment on réduit les coûts. Et ça, ce sera l'objet de la vidéo numéro 3 qui sera également disponible dans la playlist qui est quelque part par là. Par là. Voilà. Et par ici, tu veux dire? Ah Non, 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 là, inversé. Allez, c'est l'heure du au revoir. c'est l'heure de leur revoir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt tous.